Dans nos dernières aventures, nous avons exploré la révolution de l'école des annales, ses structures profondes, ses mentalités, ses rythmes du temps. Aujourd'hui, nous traversons la Manche pour découvrir comment cet esprit critique a transformé une autre grande tradition intellectuelle, le marxisme britannique. Notre guide du jour n'est pas un historien ordinaire, c'est un dissident, un militant, un écrivain passionné qui a voulu redonner voix à ceux que l'histoire avait réduits au silence. Cet aventurier, pionnier de l'histoire vue d'en bas, c'est Edward Palmer Thomson. L'aventure intellectuelle de Thomson commence avec une rupture. Dans les années 1950, il est membre du Parti communiste britannique. Mais les révélations sur les crimes staliniens, puis l'écrasement de la révolution hongroise en 1956, le conduisent à quitter le parti. Thomson reste marxiste, mais un marxiste hérétique. Il rejette le marxisme mécaniste et structuraliste, celui qui réduit les classes sociales à des effets automatiques de l'économie. Pour cette vision orthodoxe, la classe ouvrière existe en soi, une catégorie économique définie par sa position dans le système productif. Elle ne devient actrice pour soi que lorsqu'un parti lui apporte une conscience que les ouvriers ne pourraient pas créer eux-mêmes. Thomson voit là une double erreur, politique et morale. Je ne vois pas la classe ouvrière comme une chose, mais comme quelque chose qui se fait. Pour lui, la classe n'est pas un objet. C'est une expérience, une culture, un processus historique conflictuel, plein de choix, de luttes, d'inventions. Pour défendre cette vision, Thomson entreprend une enquête monumentale qui donnera en 1963 son chef-d'œuvre, La formation de la classe ouvrière anglaise. Il plonge alors dans un océan de documents oubliés. Les lettres d'artisans déclassés, les sermons des prédicateurs méthodistes, les poèmes ouvriers, les journaux radicaux clandestins, les archives judiciaires de sociétés secrètes. Son geste est radical. Il refuse de raconter l'histoire de la classe ouvrière à partir des usines ou des statistiques. Il veut la raconter à partir d'elle-même. Il révèle alors une richesse culturelle souvent invisible. La tradition artisanale d'indépendance et de dignité. Le rôle des églises dissidentes comme laboratoire moral. Le langage politique des radicaux. Les révoltes contre la brutalité de l'industrialisation. Pour Thomson, la classe ouvrière n'est pas née dans la machine. Elle est née dans la résistance à la machine. L'une des plus belles découvertes de Thomson est son concept d'économie morale de la foule. L'histoire traditionnelle décrivait les émeutes de la fin du XVIIIe siècle comme des spasmes irrationnels, des révoltes du ventre. Thomson montre tout le contraire, ces foules étaient disciplinées, organisées, animées par une idée de justice profondément ancrée dans la culture populaire. Mais ce n'est pas tout. En revalorisant l'action des humbles, Thomson ouvre en réalité la voie à toute une série de travaux qui refusent de voir les classes populaires comme des masses passives. Et c'est ici qu'entre en scène Eric Hobsbawm, ami, rival parfois, compagnon de route intellectuel. Hobsbawm, dans les mêmes années, poursuit une intuition très proche. Pour comprendre les résistances des paysans et des ouvriers, il faut écouter leurs propres valeurs, leur propre système de justice. C'est ainsi qu'il développe l'un de ses concepts les plus célèbres, celui de bandit social. Ces bandits, du Robin des Bois anglais aux bandits siciliens du XIXe siècle, en passant par les cangaceiros du Brésil, ne sont pas des criminels dans l'imaginaire populaire. Ce sont des justiciers, souvent issus de la communauté paysanne, qui se dressent contre un ordre ressenti comme injuste. Propriétaires abusifs, État corrompu, impôts arbitraires.
Comme Thomson, Hobsbawm montre que ces révoltés ne cherchent pas seulement à survivre, ils défendent une économie morale, un code de justice, une vision du monde. Ces bandits sociaux nous disent que dans les sociétés traditionnelles, la résistance ne passe pas toujours par les partis, les syndicats ou les grandes idéologies, mais par des figures charismatiques, enracinées dans la culture populaire. C'est une autre manière, complémentaire, de redonner une voix à ceux que l'histoire avait relégués à la marge. L'aventure d'E.P. Thompson est une formidable réhabilitation. Il redonne de l'agency, de la capacité d'agir à ceux que l'histoire décrivait comme des pions, et son œuvre fait écho à celle d'un autre géant du marxisme britannique, Eric Hobsbawm. Là où Thompson montre comment les artisans, les tisserands, les ouvriers ont forgé leur propre conscience, Hobsbawm révèle comment des figures marginales, des bandits, des rebelles, des contrebandiers ont pu devenir les porte-voix d'une justice populaire oubliée par les élites. Tous deux, à leur manière, montrent que les classes populaires n'ont jamais été silencieuses. Elles ont chanté, écrit, prié, résisté, combattu, et parfois même défié la loi pour défendre leur vision de la justice. Dans notre prochain épisode, nous plongerons plus en profondeur dans la fresque monumentale d'Eric Hobsbawm pour explorer ces révoltes, ces insurgés, ces bandits sociaux, et comprendre ce que leurs histoires disent du capitalisme, de l'État et des mémoires populaires. D'ici là, la prochaine fois que vous entendrez parler d'un hors-la-loi ou d'un mouvement de révolte, demandez-vous peut-être « Et si, au-delà du désordre apparent, il y avait une idée de justice qui tente simplement de trouver sa voie ?» En attendant, restez curieux.